Quant au problème de culture, j'ai fait décider que le fameux 1% pour la culture serait mis à exécution dans les 2 ans qui viennent. Le budget atteindra cette fois-ci 75%, 0,75%. Le 1% sera donc atteint l'année prochaine. J'ai demandé la réintroduction, et Monsieur le ministre de la Culture avec moi, de la culture dans le plan dont elle était absente. La généralisation du 1% des constructions publiques appliquées aujourd'hui à l'éducation nationale. Quel champ ouvert aussi aux artistes, aux créateurs de toutes les disciplines qui vont avoir des commandes. J'ai pris en compte, bien entendu, le développement du musée d'Orsay. Un nouveau président-directeur général a été désigné, le précédent ayant quitté son poste, le développement de la Villette, le développement de la Défense, qui seront des œuvres qui, je l'espère, marqueront l'esthétique moderne en même temps que l'urbanisme. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. Et de ce fait, j'ai demandé au Premier ministre de prévoir l'installation et la construction du ministère des Finances dans des lieux aussi nobles qu'ils le méritent, mais sans qu'il y ait de confusion excessive entre l'état de fonctionnaire de cette noble maison et les objets d'art qu'il convient de montrer au public. Une première biennale Nord-Sud sera inaugurée en 1983, à la fois à Beaubourg et au Grand Palais. Nous célébrerons le bicentenaire de la Révolution en 1989, et il faut préparer cela dès maintenant. Nous bâtirons une cité internationale de la musique. Nous allons mettre en pratique la Fondation européenne pour la culture, ce qui nécessitera aussi certaines constructions, ainsi que la Maison pour l'Islam. Et j'ai engagé les premières conversations pour que place soit faite à la France pour une exposition universelle en 1989, deuxième centenaire de notre première révolution, le premier centenaire ayant été célébré par une exposition universelle dont il nous reste beaucoup de choses, et notamment la Tour Eiffel. Et au travers de cette exposition universelle, là aussi, eh bien, c'est le chantier ouvert à l'imagination, à l'ouvrage d'art, à l'artisanat, aux humbles et grands métiers, à tout ce qui permet à la France de se sentir plus jeune. Songez qu'en 1878, je ne crois pas me tromper, une exposition universelle eut lieu qui marqua le redressement de la France 7 ans après la Commune, la défaite, et alors que plusieurs milliards or devaient être payés à la Prusse. Et nous ne serions pas capables, dans la situation où nous sommes, de marquer notre choix de l'avenir et notre confiance dans le pays par la mise en œuvre de cette grande entreprise. Jacques Chirac parlait donc cohabitation hier soir. François Mitterrand a répondu continuité ce matin. Le chef de l'État inaugurait le musée du 19e siècle dans l'ancienne gare d'Orsay. Ce musée, c'est le résultat du travail de 3 présidents de la République. C'est une remarque du chef de l'État. Un bel exemple de continuité esthétique, a-t-il dit. Mais la continuité se déroule aussi sur bien d'autres domaines. Cela a été conçu à l'époque de M. Pompidou. C'était une heureuse conception que de vouloir utiliser cette gare que j'ai connue moi-même lorsque j'étais étudiant, car débarquant d'Angoulême, c'est toujours là que j'aboutissais. C'était un lieu vide, abandonné, plutôt que de se lancer dans des constructions hasardeuses. Je pense que l'idée était très heureuse d'utiliser cette gare comme on l'a fait. Ensuite, c'est M. Giscard d'Estaing qui a mis au point le projet, qui a fait les premiers financements, qui en a prévu, grosso modo, la période. Et en 1981, nous étions quand même loin de compte, car les grosses œuvres étaient à peine entamées, les crédits n'étaient pas quand même suffisants par rapport à l'ampleur du projet. Le principal pour moi, c'était de continuer. Et j'ai continué.
Ensuite, c'était d'adapter les crédits. Nous avons adapté les crédits. Ensuite, c'était d'élargir de façon. Historiquement, il fallait peut-être bien préciser le point de départ et le point d'arrivée, et j'ai repris tout simplement l'initiative première. 1848-50, 1910-14. Et puis, quand j'ai décidé la création du Grand Louvre, l'utilisation différente, indispensable pour le temps moderne du musée du Louvre, comme devait loger ici, précédemment, une série d'administrations touchantes à la direction des musées, naturellement, le musée d'Orsay a retrouvé une place disponible le long de Bellechasse, le long de Lille, qui lui a permis de remplir son programme. Voilà mon action. Mais cette action ne s'est située que dans la ligne de ce qui a été fait 2 fois avant moi. C'est donc sous 3 présidents de la République que le musée d'Orsay aura été créé. C'est un bel exemple de continuité esthétique. Oui, j'allais vous demander justement, la continuité ne peut être que culturelle. Non, la continuité se déroule sur bien d'autres plans. Chaque fois qu'il y a quelques intérêts de la France, les principaux qui sont en cause, on les retrouve dans certains domaines de politique étrangère, dans certains domaines de politique de défense. On les retrouve aussi ailleurs, bien entendu, dans certaines formes de politique d'équipement, mais j'en passe. Il est en tout cas très heureux que le musée d'Orsay soit la preuve que l'on peut concevoir à distance. Comment pourrait-on faire? Il faut des années et des années. Si, lorsqu'on a construit la gare, il a suffi de 2 ans, c'est parce qu'on a fait des miracles. Je me demande comment on a pu faire. Ici, il a fallu 7 ans, 8 ans, 9 ans, et cela dépasse la durée d'un mandat de président de la République, et de loin la durée des gouvernements. Voilà pourquoi je crois qu'on a agi sagement. Le président de la République a visité cet après-midi l'exposition Janus qui préfigure ce que sera le musée des sciences et des techniques à La Villette. Auparavant, le chef de l'État avait inauguré en compagnie du ministre de la Culture la grande halle de La Villette, entièrement restaurée, 20 000 mètres carrés d'un bâtiment vieux de 120 ans qui a été réhabilité à des fins culturelles. Un exemple unique en son genre et qui s'inscrit dans une double optique, la sauvegarde du patrimoine industriel et l'ouverture d'une politique culturelle. Cette grande halle hébergera aussi bien en effet le carrefour des technologies que le Salon international de la musique ou bien encore les grands jeux de l'été. C'était donc le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, célébrée aujourd'hui très officiellement, comme il se doit, par le président de la République lors de l'inauguration à la Défense de la fondation de l'Arche de la Fraternité, un lieu symbolique où se réunissaient tous ceux qui œuvrent dans la lignée du texte de 89 pour la défense des droits de l'homme dans le monde. Florence Bouquilla.
Il fallut un mois de débat à l'Assemblée nationale constituante pour adopter le 26 août 1789 la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen. 200 ans plus tard, l'acte 2 du bicentenaire de la Révolution française est dignement fêté, avec comme point d'orgue l'inauguration de la Grande Arche de la Défense. Cette arche de la fraternité abritera la fondation de Claude Cheysson, ancien ministre des Relations extérieures. François Mitterrand a inauguré ce soir cette sorte de tour Eiffel du bicentenaire. Affirmez-vous, comme les mainteneurs obstinés de la tradition qui refusent et condamnent les violations des droits de l'homme, qu'il s'agisse du racisme, des dictateurs ivres de leur pouvoir, des terroristes preneurs d'otages ou de la volonté de domination d'un État sur un autre. Ne transigez pas sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Projection à l'échelle du monde des droits de l'individu proclamés par notre Révolution. Et soyez fiers de ce que la Déclaration universelle de 1948 s'inscrive dans le droit fil de la Déclaration du 26 août et transpose dans l'ordre international les libertés fondamentales que définirent nos ancêtres. Couronnement de ce jour d'exception, la soirée était placée sous le double signe de la musique et de la fraternité. Maxime Le Forestier, Jacques Higelin, Barbara Hendricks, Manu Dibango, Cheb Khaled et d'autres encore chantent les droits de l'homme en ce moment même sous la Grande Arche de la Défense. Voilà, nous nous retrouvons maintenant sous cette pyramide. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous gardons nos manteaux parce que c'est vrai qu'il ne fait pas très frais. Alors, cette première question, c'est à propos de l'origine du projet. Il y a eu une vive polémique, pas complètement terminée d'ailleurs. On a employé des mots comme sacrilège, on avait dit à l'époque. Et est-ce que vous n'avez pas eu, je dirais, un petit vertige au moment du choix final? Car cela vous engageait, nous aussi, Français, pour des siècles. Sans aucun doute. Je ne me suis pas décidé comme cela aisément. J'avais la conviction qu'il fallait que le musée du Louvre, car il s'agit de ça, devint un lieu où l'on aimerait aller voir les œuvres admirables qui s'y trouvent. Et il n'y avait pas moyen. L'accès, les commodités, la présentation des œuvres, ça ne marchait pas. Alors comment faire? J'ai donc consulté des architectes qui ont étudié de multiples projets et celui de M. Paye m'est apparu comme le plus rationnel, le meilleur et peut-être le plus beau. Oui, mais c'est la décision. Oui, difficile, non mais je le reconnais. Je le reconnais par rapport à l'œuvre du temps, une construction passée, à cet ensemble
d'œuvres maîtresses qui se trouvent au cœur de Paris. C'est un problème qui m'a donné beaucoup de soucis. Et si je me suis décidé, c'est vraiment en conscience. Monsieur le Président, est-ce le projet culturel dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Oh, disons que j'ai une certaine prédilection. Parce que ça vient de loin. Ça faisait déjà longtemps, avant d'être président de la République, que je me disais, ça va pas. Cette cour Napoléon où nous sommes, ce square, avec ces arbres lépreux, cette espèce de parking fou. La nuit, je pense qu'on devait hésiter à s'y promener, noir. Tout ça, pour ce beau musée, à côté de ce beau musée, il fallait changer. Il fallait absolument adapter le temps moderne aux monuments anciens. Voilà ce que ça donne. Et bien justement, Monsieur le Président, quand vous avez dit oui à Monsieur Paye, vous aviez une idée de son projet, bien sûr, vous l'imaginiez, mais est-ce que ça correspond à ce que vous imaginez? Oui. C'est-à-dire que plusieurs grands architectes me paraissaient souhaitables. Et finalement, si j'ai arrêté mon choix sur Paye, ce chinois américain, c'est parce que j'avais vu à Washington et à Boston deux de ses œuvres maîtresses, un musée en particulier. Vraiment, c'était admirable. C'est ça, vous avez dit c'est l'homme de la situation. Et après une conversation, je me suis rendu compte qu'il était l'amoureux non seulement de Louvre, mais de l'histoire de la France. Et que jamais il ne commettrait la faute, je dirais même le crime, de nuire à l'ensemble dans lequel nous sommes. Alors il y a une tradition présidentielle, on peut dire ça, de laisser quelque chose à l'histoire. Je parle de M. Pompidou, du président Giscard d'Estaing, vous avec le Grand Louvre, la Tête Défense, l'Opéra Bastille. Alors bien sûr c'est pour la France, c'est pour la grandeur de la France, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de prestige personnel? Non, vous pouvez dire ce que vous voulez, naturellement, et le penser. Mais je crois que seul un président de la République dispose du temps, 7 ans, qui permettent de décider, d'entreprendre et de mener à bien. Souvent, il faut plus de 7 ans, mais quand le train est lancé, il ne peut pas s'arrêter. Monsieur le Président, est-ce que vous aimeriez qu'on parle du style Mitterrand? Je veux dire, à travers les choix culturels que vous avez faits, on peut dégager quelques grandes lignes. Vous aimez les traits très beaux, les choses très épurées. Est-ce qu'on peut parler de vos styles qu'on pourrait opposer, certains journaux l'ont fait ce matin, à votre personnalité qu'on dit plus cachée, moins transparente, par exemple, que cette pyramide? Si on disait qu'il y a un style Mitterrand, j'en serais flatté, je l'avoue. Mais il n'y en a pas. Car l'ensemble des grands projets relève du choix de jurys internationaux ou nationaux. Et si en effet j'ai pris part à la décision, et même si j'ai pris la décision finale, dans chaque cas, c'est aussi parce que j'avais un certain goût pour les formes géométriques pures. Je crois que ce que je dis là n'est déjà pas vrai de l'Opéra Bastille, mais il n'y avait pas de projet en concurrence qui réponde à mes définitions. En revanche, vous voyez ce qui se passe avec la géode à la Villette, dont je ne suis d'ailleurs pas l'auteur. Voyez ce qui se passe ici. Voyez l'arche de la future installation de la Défense. Il va y avoir un arc de triomphe de plus dans la grande perspective qui va jusqu'à la terrasse de Saint-Germain. Cela correspond, je crois, que les formes pures et simples me plaisent plus que les autres. Monsieur le Président, vous vous êtes sûrement interrogé plus que quiconque sur le pouvoir. Et en voyant cela ce matin avec Patrician et d'autres personnes qui ont visité, on s'est dit, mais est-ce que c'est pas là la manifestation la plus symbolique du pouvoir? Se dire ici, dans cette cour dont vous parliez tout à l'heure, le soir pas très tranquille, et bien moi je décide de faire quelque chose. Est-ce que c'est pas ça le pouvoir? C'est une forme déterminante du pouvoir. Et pour avoir, dès mon adolescence, puisque j'étais étudiant à Paris, pour avoir beaucoup circulé, je me suis beaucoup promené dans Paris. Dans ma tête, c'est vrai, à tout moment, je rebâtissais... ah oui, déjà? Oui, déjà. Bon, je ne pensais pas que j'en aurais l'occasion. Ouais. Mais quand j'en ai eu l'occasion, je ne l'ai pas raté. Oui, parce que dans les livres d'histoire, qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce qu'on va dire, je ne sais pas, il y a eu telle loi sous le septennat ou 14 années du président Mitterrand? Parce qu'une loi, ça peut se défaire. Mais tandis que là, on dira... 14, pourquoi 14? Allez vite. Bon, continuons. Non, mais une loi, ça peut se défaire, tandis que ça bouge pas. Oui. Est-ce que vous travaillez pour les livres d'histoire? En faisant ça, vous pensez à ça? Il y a autre chose. Il y a le fait que nous sommes précisément au cœur de l'histoire de France, puisque c'est à côté, tout à côté, que se trouve la tour de Philippe Auguste, la tour de Louvre. C'est là que, on peut le dire, le royaume s'est fait.
C'est là que la France s'est faite. C'est autour de ce bâtiment-là, cette tour du Louvre, que Philippe Auguste, avec le sceau royal, a pu marquer qu'il y avait l'unité du royaume. Et tous les ordres partaient de là. Ben, je pense que c'est assez exaltant de penser qu'à la suite, le palais des Tuileries, aujourd'hui détruit, et qui a marqué, à partir de Catherine de Médicis, toute une nouvelle série de constructions admirables. Et puis tout ce qui a fait finalement l'endroit où nous sommes, c'est en effet très exaltant pour l'esprit que d'y ajouter, même avec modestie, parce qu'après tout, je ne prétends pas être celui qui décide de ce qu'est l'esthétique en France, mais d'y avoir contribué. Bien, alors Monsieur le Président, nous allons maintenant sortir du cadre du Grand Louvre, nous allons regarder ensemble, si vous le souhaitez, pour nous intéresser, je le disais tout à l'heure, au septennat culturel. Hein. Alors, le septennat culturel du président Mitterrand, avec un certain nombre de grands projets, dont certains, comme celui-ci, sont bien avancés. Alors, parmi ces exemples, des réalisations à la Villette, le ministère des Finances à Bercy, l'Opéra de la Bastille, la Tête des Défense dont nous avons parlé, voici, avec Jean Pézieux, la présentation de ces grands travaux. Cette vue prestigieuse sur Paris, les visiteurs pourront la découvrir à partir du 14 juillet 89 du toit de l'Arche de la Défense. La plus grande partie des bureaux de l'Arche ont été vendus au privé, mais c'est dans les 35 étages de la paroi sud que Pierre Meignery, ici, installera les 2000 fonctionnaires du ministère de l'Équipement. Le 14 juillet 89, c'est aussi la date de l'ouverture de l'Opéra de la Bastille, dont les travaux ont retrouvé leur rythme normal après le compromis passé entre le ministre de l'Économie et celui de la Culture. Choix de la transparence sur le quartier de la Bastille de la part de l'architecte Hoth. Les visiteurs apprécieront sans doute la qualité des espaces, ici les galeries et les foyers, et les espaces aussi de la grande salle de 2700 places. L'inconnu demeure par contre pour la deuxième salle ici, que le gouvernement souhaite vendre au privé, comme les ateliers de décor. Les retards, construction et attribution, auront entraîné en tout cas quelques 200 millions de dépassements. Surcoût aussi du même ordre à Bercy où se poursuivent les travaux de construction du futur ministère des Finances. Plus de 5000 fonctionnaires doivent s'y installer, 1300 pour l'instant occupent les lieux, la Direction générale des impôts. Mobilier adapté, bureaux ultramodernes et surtout informatisés, c'est la vitrine attendue de la technologie française. Notez aussi ce système de chariot suspendu pour la transmission des dossiers. Les fonctionnaires encore au Louvre, en tout cas, aimeraient bien en profiter. Nous, au syndicat, nous pensons, d'après les réponses que nous avons des gens, les enquêtes que nous avons faites, que la majorité des gens ont hâte que le déménagement se fasse et en totalité le plus rapidement possible. Et qu'il n'y ait plus de ces caprices finalement qui font que c'est constamment retardé, que les gens sont dans l'incertitude, qui sont angoissés finalement. Pour l'heure, Édouard Balladur se maintient au Louvre. De l'identité du prochain ministre des Finances, en tout cas, dépend l'occupation plus ou moins rapide de Bercy et partant la libération du Palais du Louvre. Alors, le projet Grand Louvre comprend l'agrandissement, mais aussi la rénovation de certaines parties de l'actuel musée. Or, cela suppose que le ministère des Finances, qui est là tout près, veuille bien se déplacer. Mais alors, est-ce que vous considérez, Monsieur le Président, que pour autant le chantier est en panne? Il a été retardé et il a coûté plus cher, mais ce projet est inéluctable désormais, au point où nous en sommes, et je m'en réjouis. C'est la marche de l'histoire, on ne peut pas aller contre? On ne peut pas aller contre. Et quand des millions de visiteurs seront venus par là, cela s'imposera de telle sorte que les petits embarras administratifs s'évanouiront. Monsieur le Président, tout de même, est-ce qu'il ne faut pas accélérer les choses? Je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que le futur président de la République devrait accélérer le départ du ministère des Finances qui occupe une aile du Louvre? Je le pense, car l'œuvre ne sera complète qu'après cela, et l'on peut déjà imaginer ce que seront les cours de l'actuel ministère réservés à de très belles œuvres de sculpture, avec le débouché sur le Palais Royal au travers d'une admirable porte qui est la porte Richelieu. Donc si vous étiez président de la République, vous accélériez les choses? Sans aucun doute. On vous en parlera, votre successeur. Bien entendu. Alors, je ferai la commission en tout cas. Monsieur le Président, une question qui va vous paraître naïve, mais certains se demandent si ça coûte cher et si c'était vraiment prioritaire de faire tout cela. Ça coûte non pas, comme d'autres le disent, 1 milliard, mais une quinzaine de milliards, répartis sur de 7 à 10 ans. Donc il faut découper cela en tranches pour l'introduire dans le budget. Il faut savoir aussi, ce qu'on ignore trop souvent, c'est que j'ai hérité de plusieurs de ces projets. Parmi les plus importants, la Villette, Orsay
et l'Institut du monde arabe sont des projets conçus par M. Giscard d'Estaing, que j'ai réalisés, mais qui étaient déjà décidés dans leurs principes et même dans leur future unité architecturale. Cela représente environ déjà 40% de ces 15 milliards. J'y ai ajouté d'autres grands projets, vous les avez cités tout à l'heure. On va sélectionner, si vous voulez, pour la rapidité du discours actuellement, l'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille et le Grand Louvre. Bon. Je ne pense pas que ce soit trop cher par rapport aux gains qu'en tirera la France, et cela a représenté aussi des milliers d'emplois dans des métiers en péril, qui sont les métiers d'art. Je crois que finalement c'est un grand bénéfice, et j'ajoute que cela devient rentable en même temps. Savez-vous qu'à Orsay, il y a chaque jour environ une moyenne de 13 000 visiteurs. Et alors, combien viendront ici? Monsieur Mitterrand, et les vieilles pierres, parlons de qualifier ainsi le patrimoine de la France, oui. Mais certains disent, au fond, le président, il n'aime que créer des choses, faire des grands travaux, il a un peu délaissé les églises, les cathédrales, oui, etc. C'était même dit à la tribune de l'Assemblée nationale. Et c'est même dit souvent sur bien des tribunes chaque soir actuellement. Mais ce n'est pas vrai. Les crédits attribués au patrimoine sont passés sur la législature précédente de plus de 500 millions à plus de 800 millions. Et d'autre part, j'ai en effet, avec le ministre de la Culture, M. Jacques Lang, j'ai entrepris la restauration du patrimoine au travers de la cathédrale d'Amiens, de la cathédrale de Reims, de la cathédrale de Bourges, de la cathédrale de Bordeaux, de la cathédrale de Strasbourg. Vous vous souvenez sans doute de cette pièce populaire à Strasbourg quand enfin on a pu achever ce qui avait été entrepris dans cette belle cathédrale. Bon, ce ne sont que quelques exemples. On a créé quelques 1000 bibliothèques. On a rénové plus de 100 musées de province. Bon, j'arrête là mon récit. Et on a aussi engagé des travaux nouveaux. Vous savez bien, les meubles de la bande dessinée, le centre d'Angoulême, de la photographie à Arles, de la musique à Lyon, des archives du travail à Roubaix, j'en passe, je ne vais pas être trop long dans mon énumération, je dis simplement que c'est une critique injuste. Assurément, en raison de la modicité des crédits, bien que nous ayons, avec Jacques Lang, doublé les sommes, les crédits des affaires culturelles, évidemment, on ne peut pas tout faire à la fois. Par exemple, je me suis longtemps plaint auprès du ministre et auprès des premiers ministres de ce que l'on n'ait pas fait ce qu'il fallait faire pour le Muséum d'histoire naturelle. Finalement, ça a été entrepris. Mais j'ai dû me battre pendant au moins 3 ans. Mais comment ça se passe dans ces cas-là? Quand vous rencontrez le Premier ministre, vous lui dites alors que faites-vous? Je parle du Premier ministre avant 1986. Monsieur Fabius ou Monsieur Mauroy? Et la modernisation nécessaire de ce muséum a commencé à cette époque. Mais il m'a fallu aussi insister beaucoup pour convaincre les prédécesseurs de M. Chirac. Bon, alors voilà ce que je peux dire. On ne peut pas tout faire à la fois. Alors forcément, quand on veut critiquer, on peut toujours relever que ceci n'a pas été fait. Je le concède. Qui ferait mieux? Et voilà le problème. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que 2-3 petites questions qui dépassent un peu le cadre de ce Grand Louvre? Est-ce que vous avez l'impression, en lisant les sondages ou autres, que les Français sont un peu agacés ou que vous jouez avec leurs nerfs parce que vous ne vous déclarez pas suffisamment tôt à leur avis? Ah bon, ça c'est une autre affaire. Oui, on dépasse, on sort du cadre. Permettez-moi de vous dire quand même un mot sur la conversation principale que nous venons de tenir. Oui. Un mot simplement pour dire que je suis de ceux qui croient profondément, et ceux qui le croient se retrouvent dans tous les camps, dans toutes les formations politiques, mais je suis de ceux qui croient qu'une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Qu'il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Oui. C'est pourquoi j'ai beaucoup tenu à ce que la culture apparaisse comme une des actions principales des gouvernements auxquels j'ai pu adresser, disons, des conseils. Vous avez fini votre travail, et j'ai été... Mais de ce point de vue-là, je veux dire. Je n'ai pas fini mon travail, je vois où vous voulez en venir, par rapport à ce que nous voyons, puisque nous sommes encore sur un chantier. Ce que je peux dire, c'est que, spécialement par rapport au Grand Louvre, le relais a été bien pris par l'actuel ministre de la Culture. Oui. Il a été bien pris, il faut reconnaître. Et de ce fait, M. Léotard a permis que les retards qui s'annonçaient soient réduits.
faut admettre ce qui est. La continuité dans ce domaine a joué. Alors, vous voulez en revenir à votre question? Oui. Que je crois avoir compris. Oui, je suppose que vous l'avez deviné et même compris. Bon, je ne sais pas si les Français s'impatientent. Ce que je pense, c'est qu'ils comprennent très bien que je fasse mon métier de président. C'est pourquoi ils m'ont élu il y a bientôt 7 ans. Que je le fasse jusqu'à la date raisonnable qui doit normalement me conduire à la fin de mon mandat. C'est sur ce terme de raisonnable que l'appréciation peut varier. Mais je fais mon métier de président. J'étais encore hier à Bruxelles pour l'OTAN, quelques temps auparavant. Enfin, je viens pour des choses qui concernent la vie nationale. Et je répéterai ce que je répète partout. Si je ne le fais pas, est-ce que l'État se trouvera en déshérence? Il y a le Premier ministre. Non, mais le Premier ministre fait du travail, mais il est quand même très pris par sa situation de candidat. Quand on est candidat, on ne peut pas tout faire, c'est ça que vous voulez dire? Je pense que c'est difficile. Mais Monsieur le Président, je pense que c'est difficile quand on est candidat. Si personne n'était candidat, il n'y aurait pas d'élection. Je suis habitué. Il a parfaitement le droit de l'être. Bien sûr. Et je ne le critique pas du tout pour cela. Je dis simplement que mon rôle, moi, est différent. Et comme je l'ai souvent dit, j'ai peur que les téléspectateurs ne se lassent de cela. Je ne suis pas candidat. Je veux garder mon autorité le plus longtemps possible, notamment sur la scène internationale. Je le suis, pas quand même 4 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, même 2 mois à l'avance. Un mois là, on arrive à bientôt. On arrive peu à peu. C'est pourquoi cette nouvelle que vous désirez connaître, vous n'attendrez pas très longtemps avant de la prendre. Votre décision vous la est-elle connaissez prise? cette nouvelle, monsieur le Ma Président? décision est prise. Votre décision est prise. Votre choix est fait. Naturellement. Monsieur le Président, votre frère Robert nous a confié récemment, il était notre invité parce qu'il vient d'écrire un livre sur votre famille, que ce sujet précisément était abordé au cours de réunions familiales à l'Élysée, qu'il vous disait, pardon, mais c'est son expression, il faut y aller François. Voilà, il vous parle comme ça. Et puis, il n'est pas le seul dans votre famille. Alors je sais que vous avez l'esprit de famille. Est-ce que ce genre de réflexions peuvent vous influencer? Oui, mais l'ensemble de mes frères et sœurs et de leurs parents, tout ça, c'est une représentation très fidèle de ce qu'est la société française. Hein. Bon, alors ils me disent la même chose. Il n'y a pas beaucoup de gens de droite, monsieur le Président, si, dans votre famille? Il y en a, il y a tout, il y a tout. Bon, ce que vous voulez revenir à la politique toujours? Eh bien, je leur réponds comme à vous. La même chose. Donc, ils n'en savent pas plus. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-on prendre rendez-vous? Alors là, que vous soyez ou non candidat, que vous soyez ou non candidat à la présidence de la République, pour le journal de 13h sur Antenne 2, qui suivra l'annonce de votre décision. Oh, ça, je ne peux pas vous le promettre. Non. Non, je ne peux pas vous le promettre. Mais nous vous invitons. Je vous remercie en tout cas de votre gentillesse. On vous invite. Mais le lendemain. Je ne peux pas vous dire, de toute manière, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la décision. Ah oui, bien sûr. Car je n'offrirai pas de faille dans mon raisonnement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, quelle que soit la décision, je viendrai en tout cas à Antenne 2 si vous le voulez, mais quant à vous garantir le jour et l'heure, non. C'est dans 2 ans que la Bibliothèque nationale de France s'installera dans ses tout nouveaux locaux. Une construction futuriste, inaugurée aujourd'hui à Paris par le président de la République. Un monument exemplaire, selon François Mitterrand, le dernier grand chantier de ces 2 septennats. L'inauguration aujourd'hui a bien entendu servi de tribune politique. Claire Sébastien. Quai de Tolbiac, impossible de la manquer. La Bibliothèque nationale de France élève ses 4 tours de verre à Nesle, encadrant un espace vide évoquant un livre à demi ouvert. Voilà pour le symbole. La TGB, très grande bibliothèque ainsi surnommée, a été construite au rythme TGV pour permettre au président de l'inaugurer à quelques semaines de la fin de son mandat. Calendrier politique oblige, sur les marches de ce nouveau temple culturel, il y avait du beau monde. Un président et 2 prétendants. Jacques Chirac est venu avec ses lieutenants, Alain Juppé, Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, Jacques Toubon, ministre de la Culture. Plus isolé, mais présent dans l'entourage présidentiel, Lionel Jospin, aux côtés de Jack Lang. Seul le Premier ministre et candidat Édouard Balladur ne pouvait être là pour cause d'agenda, apprenait-on à Matignon. Construit en moins de 10 ans, c'est le plus monumental et le plus cher des grands travaux présidentiels, mais le public devra attendre le printemps 97 pour rentrer à son tour dans le sanctuaire.